Bonjour à tous, je suis Sylvie Matelli, je suis la directrice de l'Institut Jacques Delors, ravie de vous accueillir. Je double les remerciements déjà faits par notre président, monsieur Enrico Letta, à vous tous, participants, à tous nos intervenants, et c'est un grand honneur que de vous accueillir tous ici, ainsi qu'à la Maison de l'Europe, Michel, toute son équipe, et à la mairie de Paris, bien évidemment, puisque la Maison de l'Europe, c'est parti de cette ville. Donc je suis ravie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est effectivement un immense honneur que de vous accueillir aujourd'hui en cette période charnière, comme ça a déjà été dit par Enrico Letta au tout début de son discours. Période charnière, nous avons voulu intituler notre conférence « Une nouvelle énergie pour l'Europe ». Nous n'imaginions pas, nous imaginions, mais nous n'imaginions pas à ce point combien nous aurions besoin d'énergie dans les mois qui viennent, et il y a probablement urgence. Et je pense, bien évidemment, en parlant de ça, je pense à la stratégie de sécurité qui a été publiée jeudi dernier par les États-Unis et qui nous interpelle, ne nous surprend pas bien évidemment, mais qui nous interpelle parce que les choses sont claires. L'Europe arrive quasiment à la fin de ce document. On lui consacre 3 pages, beaucoup moins que la Chine. Néanmoins, 3 pages qui sont au vitriol, on pourrait dire ça en français. Et en tant que président du Conseil européen, vous êtes au cœur des choix politiques, au cœur de la décision politique, au cœur de l'énergie que doit déployer cette Europe pour répondre à tous ces défis, mais en particulier à ce défi-là. Et je voulais peut-être, après un an de présidence du Conseil, alors que l'année 2026 s'annonce comme une année plus clé que jamais peut-être pour la construction européenne, je voulais vous demander ce que vous avez pensé à la lecture de ce document, ce que ça nous dit, ce que vous avez envie de nous dire ce matin sur ce qui est en train de se passer entre nous et les États-Unis, mais aussi sur ces défis qui se posent aux Européens plus que jamais dans ce monde perturbé et complexe. Eh bien, bonjour, Monsieur le ministre, Madame la maire, Monsieur le président de l'Institut Jacques Delors et de la Maison de l'Europe, Madame et Monsieur les ambassadeurs. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici et rendre hommage au père fondateur de notre Union. Bien, je ne peux pas répondre complètement à votre question, parce que vous me posez la question, qu'est-ce que vous avez pensé? Eh bien, je n'ai pas toute la liberté d'expression. C'est dommage. Mais qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que je dois dire? Bien, maintenant, c'est clair. Le discours de Vance à Munich et les plusieurs tweets du président Trump sont devenus officiellement la doctrine des États-Unis. Et comme ça, on doit prendre acte et agir en conformité. Qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin plus qu'une nouvelle énergie. On a besoin, effectivement, de nous concerner à bâtir une Europe qui doit comprendre que les relations des alliés et les alliances de l'après la Deuxième Guerre mondiale ont changé. On sait déjà que l'Europe et les États-Unis ne partagent pas la même vision de l'ordre international. On reste défenseur du multilatéralisme, on croit dans un ordre international basé dans les règles, on croit dans la science, on croit dans la liberté scientifique et on n'ignore pas des défis globaux comme le changement climatique. Les États-Unis ne croient plus ni multilatéralisme, ne croient même pas à l'ordre international basé en règles, ils disent la soi-disant ordre international basé en règles, et croient que le changement climatique, c'est un mensonge. Donc, on a des différences sur notre vision du monde. Mais ça va au-delà de ça. C'est certes que cette stratégie continue à parler de l'Europe en tant qu'allié. C'est bien. Mais si on est des alliés, on doit agir en tant qu'alliés. Et les alliés ne menacent pas de l'interférence
dans la vie, dans le choix politique intérieur de ses alliés. On les respecte. On respecte la souveraineté des uns et des autres. Sûrement, plusieurs Européens ne partagent pas la même vision que les Américains sur des différents sujets. Et c'est naturel qu'ils ne partagent pas la même vision qu'on a. Ce qu'on ne peut pas accepter, c'est cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer l'Europe sur la vision qu'on a de la liberté d'expression. Et sur ça, il faut être clair. Notre histoire nous a appris qu'il n'y a pas de liberté d'expression sans liberté d'information. Et la liberté d'information exige le respect du pluralisme. Et comme ça, il n'y aura jamais de liberté d'information s'il a le monopole du logiciel, et il n'aura pas de liberté d'expression si la liberté d'information des citoyens est sacrifiée pour défendre les oligarques techno des États-Unis. Donc, on doit être clair sur ça, parce que quand on est des amis, quand on est des alliés, quand on est des partenaires, il ne faut pas avoir des malentendus. Il faut être clair. Et les États-Unis restent un allié important. Les États-Unis sont un partenaire économique important, mais notre Europe doit être souveraine dans ce sens. Ça a aussi des conséquences du point de vue de notre sécurité et du point de vue militaire. Et en fait, on doit le dire, je sais que ici, ils ne sont pas tous des supporters du président Macron, mais il faut le dire franchement, Macron a bien vu en 2017. Et ce qu'il a envisagé en 2017 au son discours de Sorbonne, je crois qu'il n'a même pas cru qu'il pouvait être une réalité, que maintenant a aussi une échéance très claire dans cette stratégie. En 2027, les Européens doivent remplacer les États-Unis dans le leadership de l'OTAN. Et ça, c'est clair, c'est qu'on doit le faire. Mais si on veut être fort sur la scène internationale, il nous faut être fort à l'intérieur. Et si on veut être fort à l'intérieur, il nous faut compléter ce qu'il y ait le grand acquis et la grande contribution de Jacques Delors, c'est la création du marché intérieur. Et le rapport d'Henri Clétat, c'est très clair sur ces sujets. Et donc, on s'est fixé une échéance, 2028. La Commission doit présenter début 2026 le roadmap, la feuille de route pour 2028. Et on faut tenir ça. Et on faut conclure le marché intérieur. Mais le marché intérieur, ce n'est pas seulement les marchés des entreprises. C'est aussi, et ça c'est la vision des pères fondateurs de notre Union, c'est de la prospérité partagée. Et comme ça, il faut renforcer la cohésion de notre société. Et c'est pour ça la raison pour laquelle j'ai introduit pour la première fois dans le hors du jour du Conseil européen un sujet qui ne garde pas seulement la géopolitique, seulement l'Europe dans le monde, seulement les grandes questions économiques, mais que c'est une question vitale à la vie quotidienne de notre citoyen, c'est la question du logement. Et la Commission doit présenter, ces mois de décembre, la proposition d'une stratégie de logement en français, abordable. Bien, c'est ça le problème. Le logement abordable pour tous les citoyens de l'Europe. Et ça, c'est décisif pour protéger notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, la question de logement, ce n'est pas seulement une question de logement social.
la réponse n'est pas seulement le HLM. Aujourd'hui, la question de logement, c'est une question pour la classe moyenne, surtout pour les jeunes. Et sans une forte classe moyenne, il n'y a pas de démocratie forte. Et sans une classe moyenne confiante, croyante à l'avenir, on n'aura pas une démocratie forte. Et si on veut se protéger, pas seulement de nos adversaires, mais aussi des alliés qui nous défient, il nous faut renforcer l'Europe. Et ça, je peux développer un petit peu plus? Bien. Et en vrai, on s'en doute parfois de la force de l'Europe. Si l'Europe a effectivement la force nécessaire. Mais ce que je regarde, c'est qu'il y a tellement de monde qui a priorisé de saper l'Europe que je me demande, mais si l'Europe n'est pas forte, pourquoi tellement de personnes s'efforcent de saper l'Europe? Et la vérité, c'est qu'on est fort. Et parfois, on s'en doute de nous-mêmes, mais on est fort et on doit tenir ça. Et si on s'imagine ce qu'on a fait les dernières années, vraiment, on a fait des grands changements. On est venu ici à Versailles, mars 2022, oui, un mois après l'invasion de l'Ukraine, pour dire l'Europe va tenir va prendre la responsabilité de sa propre défense. À ces moments, ça a étonné beaucoup de monde. On a même songé qu'on écoutait un fantôme de Colombin, les deux églises, en parler sur la défense européenne. Il y a plusieurs des Européens qui ont dit bien, mais ça c'est un risque, on provoque une division vis-à-vis des États-Unis. Mais maintenant, en fait, on comprend si où on va prendre le plus de responsabilités sur la défense, où il n'y aura plus d'alliance avec les États-Unis. Et l'année dernière, j'ai organisé un brainstorming de tous les leaders, avec aussi le secrétaire général de l'OTAN, avec le Premier ministre Keir Starmer, qui est pour la première fois venu au Conseil européen après le Brexit, pour discuter la défense. Après, la Commission a présenté la feuille de route. Après, on a pris la décision d'investir 150 milliards d'euros sur la défense. Après, on a défini les priorités des capacités prioritaires. Et maintenant, on a même déjà approuvé le calendrier pour bâtir les projets drapeau, on dit, le flagship projet pour le projet phare. Merci, Madame la maire. Le projet phare pour bâtir l'Europe de la défense. Et quelque chose qu'on a laissé tomber à la fin des années 50, on est en train de rebâtir dans ces deux dernières années. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est aussi une autre grande échéance qu'il nous faut faire face. Et évidemment, on ne peut pas être pas que inquiet quand on écoute les commentaires de Moscou sur cette stratégie. Parce que quand Moscou dit qu'il partage en grande mesure la vision des États-Unis sur l'Europe, ça nous doit nous interroger. Et en fait, quand on lit avec attention les passages sur l'Ukraine, on comprend bien pourquoi Moscou partage cette vision. Parce que l'objectif dans cette stratégie, c'est jamais une paix et la paix juste et durable. C'est seulement l'arrêt des confrontations et la stabilité des relations avec la Russie. Et évidemment, tout le monde veut
une relation stable avec la Russie. On a même tous, ou presque tous, cru qu'on avait déjà trouvé une relation stable avec la Russie avant 2014. On a commencé à s'en douter en 2014 avec la Crimée. Bon, et après 2022, je crois que personne peut ignorer qu'on ne peut pas avoir une relation stable avec la Russie en tant que la Russie reste une menace à notre sécurité. Et ce n'est pas seulement à notre sécurité, parce que ce qui est en jeu en Ukraine, ce n'est pas seulement la souveraineté, le droit à l'autodétermination, l'intégrité territoriale, le respect des frontières de l'Ukraine. Mais toutes ces valeurs sont des valeurs qui sont inscrites dans la Charte des Nations Unies. Et ces derniers mois, on a eu les sommets avec l'Amérique latine et les Caraïbes, et un autre sommet avec l'Union africaine. Et pas mal de leaders africains et de l'Amérique latine nous ont dit il faut faire attention, parce que si on ouvre cette boîte de Pandora en acceptant qu'un pays, membre permanent, au-delà, membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies, a le droit de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, de ne pas respecter le droit à l'intégrité territoriale, pas de respecter le droit souverain et les frontières des uns et des autres, ça c'est une charte blanche pour que tout le monde, bon pas par tout le monde, mais plusieurs, peuvent faire le même avec ses voisins. Et la réponse la plus intéressante, et ça je peux parler parce que ça a été public, c'était la réponse du président de l'Union africaine, c'est le président d'Angola. Et un journaliste l'a posé la question, mais quelle est votre position sur l'Ukraine? Il a dit bien, comme vous savez, on a souffert pendant des siècles du colonialisme. Et pas de doute, l'Union soviétique a été le pays qui nous a donné plus de support à combattre le colonialisme et à prendre gagner notre indépendance et le droit à l'autodétermination. Mais c'est pour cette même raison que maintenant, on ne peut pas accepter que la souveraineté de l'Ukraine, le droit à l'autodétermination de l'Ukraine, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, les frontières reconnues de l'Ukraine puissent être mises en cause. Et si ça arrive en Ukraine, imaginez-vous qu'est-ce qui peut arriver ici en Afrique. Donc, ce n'est pas un Européen. Et c'est ça que l'Europe doit comprendre. Et que le monde, ce n'est pas seulement les États-Unis et la Chine. Le monde aujourd'hui, c'est assez diversifié, c'est multipolaire. Et on doit s'engager avec tout le monde autour du monde. On doit s'engager avec l'Union africaine, avec l'Amérique latine et les Caraïbes, avec les pays de l'Asie, et tout le monde nous regarde. Et laisse-moi être aussi clair ici en France. Le meilleur atout que l'Europe a pour s'engager avec le monde, c'est le commerce. Et on n'existera pas dans le monde si on n'est pas une puissance commerciale. Et si on n'est pas capable de bâtir un réseau de traités commerciaux partout, avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec la Thaïlande, j'ai commencé par l'Est, hein. Mais j'arriverai au Mercosur. Parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, on resterait seul dans le monde. Et il ne suffit pas d'avoir des débats académiques pour dire qu'on ne peut pas être écrasé entre les États-Unis et la Chine. Non, ce qu'il nous faut faire, c'est de nous affirmer en tant qu'acteur global. Et comme ça, il nous faut tenir à l'intérieur cohésion, logement, salaire, prix de l'électricité. Il nous faut développer notre politique, changement
contre le changement climatique. Il nous faut avoir une vision claire, multilatéralisme, ordre international basé en règles, mais aussi comme une force de commerce puissante dans le monde. Le marché intérieur, c'est essentiel, mais il faut aussi être compétitif à la scale globale. Et c'est ça, et c'est la force du marché intérieur qui nous donne force pour être compétitif ailleurs dans le monde. Vous êtes formidable parce que certes, nous avions bien préparé cet échange et vous avez répondu à toutes mes questions avant même que je vous les pose. Alors peut-être une petite dernière question, parce que vous avez quasiment tout dit et vous nous avez dressé à la fois la liste de nos défis, mais également des atouts que nous avions. Je relève l'idée que pas de liberté sans souveraineté, et le rapport de force également sans souveraineté. Je relève aussi l'idée que nous ne sommes pas seuls, parce que ça c'est très très clair quand on voyage un petit peu en dehors de l'Europe, le fait qu'il n'y a pas que la Chine, la Russie et les États-Unis, il y a l'Europe et le reste du monde, et beaucoup de nos partenaires qui nous attendent. Mais si je devais vous poser une dernière question, une question de conclusion, parce que le temps passe très très vite, je vous demanderais quels sont, dans toute cette liste des défis que nous avons à relever, quelles sont, de votre point de vue, les priorités, et en particulier les priorités auxquelles va s'attacher le Conseil début 2026 et pour l'année 2026 ? Bon, eh bien, on a approuvé une vision stratégique pour cette cycle institutionnel. 3 priorités, sécurité et défense. Compétitivité inclut le marché intérieur et affirmer l'Europe dans le monde. Ça sont les 3 priorités. Et ça se joue ensemble. Parce que sans un marché intérieur fort, on n'aura pas de compétitivité. Sans compétitivité, on ne sera pas capable de nous affirmer dans le monde et de développer et de rattraper les retards qu'on a, effectivement, dans la compétitivité de notre économie et dans la productivité de nos entreprises, et que c'est une question clé pour faire la gestion de la question démographique et la capacité de soutenir notre modèle social. Et sans soutenir notre modèle social, on ne sera pas fort à l'intérieur pour être fort à l'extérieur. De notre côté, il nous faut effectivement bâtir une capacité d'assurer la sécurité citoyenne, la sécurité de nos frontières, mais la sécurité sur les menaces qui nous arrivent de l'extérieur. Et la nouveauté, c'est que ces menaces nous arrivent de plusieurs directions. Donc, il faut le faire comprendre. Et pour ça, il faut qu'on regarde le monde de notre façon. Et il faut comprendre que la globalisation a développé pas mal de nouvelles puissances à l'escale globale. Regarde, des pays comme le Brésil a presque la moitié de notre population. La Nigérie a plus que la moitié de notre population. L'Indonésie a plus que la moitié de notre population. Et ce sont des marchés qui se sont développés et qui sont des marchés très importants avec lesquels il nous faut engager. Et on a appris tout d'abord avec le Covid, une surprise presque pour tout le monde, qu'on est tout à fait dépendant des toutes petites choses. On a découvert que 90% des vaccins sont produits dans un pays, c'est l'Inde. Et sans l'Inde, ça ne marche pas. On a même découvert qu'il était difficile à répondre avec des choses simples comme les masques. Thierry se souvient très bien comme si on n'avait pas l'Union européenne, on avait eu une guerre, pas pour le charbon et l'acier, mais pour les masques. Et on a vu comment les avions qui venaient de Chine et qui avaient besoin de faire des stop-over, de revêtissement dans quel pays, ont su faire des assauts pour que les ventilateurs puissent rester dans ces pays et n'arrivaient pas.
j'étais Premier ministre et j'ai eu besoin de demander à deux de mes collègues des pays européens, tout d'abord, une exception à l'interdiction d'exportation des masques et un autre, l'autorisation de nous rendre des ventilateurs qu'on avait déjà achetés et payés. Et même comme ça, ils n'avaient pas autorisation d'exporter. Donc, cette capacité de renforcer notre sécurité, c'est essentiel. Et cette liaison qui a été très bien développée entre notre autonomie stratégique du point de vue économique et notre stratégie et notre autonomie du point de vue politique, c'est très clair. Et ça, on doit apprendre, on doit avoir l'humilité d'apprendre avec les autres. Il y a 20 ans, les Chinois ont compris qu'ils n'arriveraient jamais à nous rattraper dans les moteurs à combustion traditionnelle. Et ils ont dit, bien, on va investir dans la technologie de l'avenir. La technologie qui va remplacer les moteurs à combustion. Et ils ont identifié les moteurs électriques. Apparemment, ils ne sont pas trompés. Mais ils ont fait un peu plus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin pour être le champion du moteur électrique? On a besoin de certaines matières critiques. Où sont ces matières critiques? Bien, où il va l'apprendre. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire avec les matières pour transformer cette matière critique? Eh bien, ils ont développé la technologie pour le faire. Et finalement, ils ont les batteries. Mais les batteries, ce n'est pas la clé. C'est toute cette stratégie qu'ils ont développée. Et moi, je ne sais pas si le moteur électrique va être pour toujours la technologie de l'avenir ou s'il aura une autre technologie. Les Japonais restent quand même à travailler avec d'autres technologies comme alternative aux batteries à lithium. Je ne sais pas. Je sais même pas, c'est sur la voiture qu'on doit se fixer. Mais on doit identifier quelles sont les technologies de l'avenir et commencer dès aujourd'hui à travailler pour être les champions de cette technologie de l'avenir. Et c'est ça qu'il nous manque. Parfois, c'est une vision claire, une stratégie et une capacité de poursuivre cette stratégie. Et aujourd'hui, il faut parler franchement, et ça c'est une des faiblesses que nous est signalée dans cette nouvelle stratégie, c'est qu'on parle beaucoup de polarisation en Europe, mais il y a une autre réalité, peut-être plus dangereuse que la polarisation, c'est la fragmentation politique en Europe. Et si on regarde en dehors de la France, il n'y a pas des gouvernements avec majorité. Tous les gouvernements sont des gouvernements de coalition. Je ne viens pas ici donner des leçons. Je sais que le génie de la Ve République a été de bâtir un système politique qui peut dépenser peut se dépenser de ce dialogue et du compromis. Mais tous les systèmes sont dynamiques. Et la réalité aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de 58. Et ça, c'est une question vraiment claire. C'est qu'on doit comprendre aujourd'hui quelle est la vraie frontière qui sépare les uns des autres. Et il y a eu un moment où la frontière, c'était la gauche et la droite. Évidemment, la gauche et la droite, de mon point de vue, continuent à être des caractérisations utiles. Mais au-delà de la gauche et de la droite, il y a les démocrates et les non-démocrates. Ceux qui veulent défendre l'Europe et ceux qui veulent affaiblir l'Europe.
et entre ceux qui veulent défendre l'Europe et la démocratie, et je ne comprends pas, et je ne crois pas qu'il soit possible de défendre la démocratie sans l'Europe, ni l'Europe sans la démocratie, il faut trouver la capacité de travailler ensemble et de bâtir ensemble. Au-delà des autres différences. Oui, on reste différents, mais c'est comme ça qu'on peut négocier et faire un accord. Qu'est-ce que c'est un mariage? C'est un accord entre deux personnes différentes. Mais au-delà de ces différences, prendre la décision de vivre ensemble. Et c'est ça qu'il nous faut. Les démocrates et les pro-européens doivent prendre la décision de se marier pour vivre ensemble dans cette Europe et dans une Europe démocratique. Merci. Pas de démocratie sans Europe, pas d'Europe sans démocratie. Nous retiendrons cette phrase de conclusion. Nous ouvrons tout de suite la table ronde, la première table ronde au pied du mur. L'Europe peut-elle encore rebondir? Je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir cette conférence. Merci beaucoup.